Ma famille m'a dit que j'avais échoué et m'a effacé du mariage de ma sœur et pourtant, je suis revenu en portant un uniforme. Je m'appelle Alara Warren. J'ai 42 ans, et je porte 4 étoiles sur mon uniforme. C'est le plus haut grade que l'on puisse atteindre dans l'armée de l'air des États-Unis sans entrer en politique. Mais peu importe le grade que j'ai atteint, peu importe le nombre de pays où j'ai servi, peu importe le nombre de vies que j'ai sauvées, pour ma famille, j'ai toujours été moins que rien. Je n'étais pas censé être quoi que ce soit. Je n'étais pas censé éclipser ma sœur. Et par-dessus tout, je n'étais pas censé revenir. Je n'ai pas été invité au mariage de ma sœur. Et ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un oubli. C'était délibéré. Ils m'ont effacé de la liste des invités, des photos de famille, de la mémoire de tous ceux qui partageaient autrefois mon sang. Mais je suis venu quand même. Je suis venu en grande tenue d'uniforme avec 4 étoiles qu'ils ne pouvaient nier. Et quand je suis entré dans cette salle de bal scintillante, chaque tête s'est tournée. Même maintenant, je peux encore entendre la façon dont la voix de ma mère tremblait à la télévision en direct lorsque le journaliste lui a demandé pourquoi je n'assistais pas au mariage. Elle a esquissé un de ces sourires polis et sans âme que les gens utilisent quand ils savent que les caméras les regardent. Et elle a dit, « Tu es morte pour cette famille. » C'est à ce moment que j'ai su. Je n'étais pas seulement oublié. J'étais officiellement renié. Et ce qui est drôle, c'est que je ne me sentais même pas en colère. Je me sentais libre. Car voici la vérité, la plupart des gens ne la prennent jamais avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, ce n'est pas le champ de bataille qui vous brise. Ce sont les gens qui sont censés vous aimer le plus, ceux qui vous disent qui vous avez le droit d'être, ceux qui vous font honte de rêver différemment, ceux qui réécrivent l'histoire de qui vous êtes et s'attendent à ce que vous restiez silencieux pendant qu'ils le font. J'ai passé 2 décennies à mener des guerres que personne au pays ne comprenait. J'ai vu de bonnes personnes mourir pour des drapeaux et des promesses que le monde a oubliées. Et à travers tout cela, à travers le sang, le sable et le chagrin, je pensais que peut-être, juste peut-être, un jour je rentrerai à la maison et trouverai l'acceptation. Mais on ne revient pas à ce qui n'a jamais existé. On construit quelque chose de nouveau. Ce jour-là, le jour du mariage de ma sœur, fut le jour où j'ai construit ma nouvelle vie. Pas avec la vengeance, pas avec la violence, mais avec la seule chose que ma famille n'a jamais valorisée, l'honneur. Quand je suis entré dans cette pièce, chaque sequin, chaque lustre de cristal, chaque visage souriant se figea. La musique s'arrêta. Le bavardage cessa. Je n'étais pas censé être là, mais j'y étais. Et pas en tant que le mouton noir qu'ils avaient rejeté. Pas en tant que l'échec dont ils chuchotaient. J'étais là en tant que général de l'armée de l'air des États-Unis. 4 étoiles sur mes épaules. Un nom qu'ils pouvaient essayer d'effacer, mais un héritage qu'ils ne pourraient jamais toucher. Ma sœur, belle comme toujours dans sa robe de mariée de créateur, couvrit sa bouche de stupeur. Paul, son fiancé, pâlit visiblement. Ma mère, elle, chancela, son visage vidé de toute couleur comme si elle avait vu un fantôme. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. Ma présence disait tout. Et que s'est-il passé ensuite? Eh bien, disons simplement que parfois la justice ne frappe pas à la porte. Elle entre directement par la grande porte. Et dans les 75 prochaines minutes, je vous dirai exactement comment j'en suis arrivé là, pourquoi je suis venu, ce qu'ils ont fait, et pourquoi parfois les coupures les plus profondes ne saignent pas. Elles laissent des cicatrices. Et vous les portez comme des médailles. J'avais l'habitude de croire que chaque famille a son propre langage. Le nôtre était construit sur la perfection, ou du moins sur l'illusion de celle-ci. Je m'appelle Alara Warren. Je suis né dans une famille où les apparences n'étaient pas seulement importantes, elles étaient tout. Ma mère, Victoria Warren, n'était pas seulement une matriarche. Elle était une marque. Elle a bâti Warren et compagnie, un empire de la mode de luxe, à partir de rien. Chaque point de couture, chaque tissu, chaque mannequin impeccable sur le podium était le reflet de son obsession, le contrôle, l'élégance, l'héritage. En grandissant, je n'ai jamais vraiment été une fille pour elle. J'étais une héritière, un futur visage pour l'entreprise, un accessoire poli qu'elle pouvait mouler, exposer, et à qui elle pourrait finalement transmettre son empire. Dès que j'ai su marcher, il y avait des règles, ne pas se tenir voûté, ne pas parler sauf si on vous adresse la parole, ne pas pleurer en public, et par-dessus tout, ne pas faire honte au nom Warren. Peu importait que j'aime les livres plus que les salles de bal. Peu importait que, tandis que mes camarades de classe rêvaient de Paris, je rêvais du ciel, les avions, les moteurs,
la liberté et des choses que ma mère appelait des « distractions indignes d'une dame ». Je me souviens du jour exact où tout a changé. J'avais 17 ans. Nous étions assis dans la salle à manger en marbre, mère, père, Clarissa, et moi. Clarissa, ma sœur cadette, a toujours été l'enfant prodige. Douce, belle, d'une grâce sans effort. La fille pour laquelle Victoria avait prié. J'étais le contraire, des angles vifs, des opinions fortes, un esprit qui ne rentrait jamais tout à fait dans les robes qu'il cousait pour moi. Ce soir-là, je leur ai dit que je voulais postuler à l'Académie de l'armée de l'air des États-Unis. Je me souviens encore de la façon dont le verre de vin de ma mère a légèrement tremblé lorsqu'elle l'a posé, de la façon dont ses yeux froids, bleus, cliniques se sont rétrécis en me regardant. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Ces mots coupaient plus nettement que n'importe quel cri. Aucune de mes filles, dit-elle, ne jettera tout ce que nous avons construit pour jouer aux soldats. Mon père est resté silencieux. Clarissa a baissé les yeux. Et moi j'ai su à ce moment-là que j'avais perdu la place que j'occupais dans cette maison. Mais je n'ai pas reculé. J'ai fait mes valises. Je suis parti. Pour la première fois de ma vie, je me suis choisi. J'ai choisi le ciel plutôt que la soie, un but plutôt que la perfection. Mais le problème quand on s'en va, c'est que parfois on ne réalise qu'on a été effacé que des années plus tard. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Clarissa m'a remplacé en tout. Elle est devenue le visage de Warren et compagnie, assistant à des galas que j'étais censé animer. Je la voyais sur des couvertures de magazines qui m'avaient été promises. La fille qui est restée. La fille qui a obéi. Moi, pendant ce temps, j'étais réduite à une note de bas de page, la sœur difficile, la cause perdue, celle qui a troqué les diamants contre des plaques d'identité. Peu importait le nombre de médailles que je gagnais, le nombre de missions auxquelles je survivais. Pour eux, rien de tout cela n'avait d'importance. Le monde de Victoria n'avait pas de place pour les soldats, seulement pour les symboles. Et la vérité plus profonde, celle que je n'ai comprise que des années plus tard, était que ma décision de partir n'était pas seulement une question de la décevoir. C'était une question de sa peur. Sa peur que quelqu'un dans la famille expose le vide derrière les paillettes. Que je rappelle aux gens que Warren et compagnie n'étaient pas construits sur l'intégrité, mais sur l'image. Une image, pour elle, était sacrée. J'ai porté cette connaissance avec moi à travers chaque déploiement, à travers les déserts brûlants, les nuits glaciales. Je l'ai portée quand je tenais les mains des mourants, quand j'écrivais des lettres pour des soldats qui ne sont jamais rentrés, tout en sachant que si jamais je rentrais chez moi, personne ne m'attendrait. Parfois, la première guerre que l'on perd est celle que l'on mène à sa propre table à manger. Et quand j'ai vu Victoria à la télévision, souriant de ce même sourire froid, disant « est morte pour cette famille », j'ai finalement compris que je n'étais jamais destiné à y appartenir. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, cette prise de conscience ne m'a pas brisé. Elle est devenue le fondement de la vie que j'étais sur le point de reconquérir. Parce que parfois, quand le monde ferme une porte, on n'attend pas qu'une autre s'ouvre. On construit la sienne. Et on s'assure qu'ils se souviennent du nom qu'ils ont essayé d'effacer. Certaines personnes disent que la guerre vous change. Elles ont tort. La guerre ne vous change pas, elle vous révèle. Dans le désert, sous des ciels si vastes qu'ils vous avalent tout entier, vous apprenez exactement qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Je m'appelle Alara Warren. Et au moment où j'ai mis le pied sur un sol étranger dans mon uniforme, je n'étais pas la fille de Victoria. Je n'étais pas une héritière ratée. J'étais juste moi. L'armée m'a donné quelque chose que ma famille n'a jamais pu me donner, un endroit où ce que je faisais comptait plus que mon apparence, un endroit où la loyauté se gagnait, ne s'achetait pas. Et pourtant, cela avait un prix. J'ai transporté des corps blessés à travers des tempêtes de sable si épaisses que vous ne pouviez pas voir vos propres mains. J'ai ressenti le silence assourdissant après une explosion, celui qui fait teinter vos oreilles pendant des jours. J'ai veillé sur des cercueils drapés du drapeau et chuchoté des noms dont personne au pays ne se souviendrait. L'un de ces noms était Carter James. Il avait 23 ans. Il avait un sourire en coin, une fiancée au pays, et le rêve d'ouvrir une petite boulangerie à la fin de son service. Nous avons été pris dans une embuscade. Je m'en suis sorti. Lui non. À ce jour, je peux encore entendre le crépitement des tirs, la façon dont sa main s'est resserrée sur la mienne dans ces dernières secondes, la façon dont il a dit, à peine audible, « Dites-lui que je suis désolé. » Je le lui ai dit. J'ai écrit la lettre. J'étais assise dans une chambre de caserne vide, les mains tremblantes, des larmes que je ne pouvais contrôler,
et j'ai écrit chaque mot que je pensais qu'il aurait voulu qu'elle entende. C'est ce qu'on ne vous dit pas sur le service militaire. Ce n'est pas le champ de bataille qui vous hante. Ce sont les visages, les voix, ceux qui ne reviennent pas. Et puis il y avait Alan Pierce. Le major Alan Pierce. C'était mon ami le plus proche, mon ancre quand le monde autour de nous n'avait aucun sens. Il m'a appris à survivre non seulement aux menaces physiques, mais aussi aux menaces mentales, le désespoir, le poids, l'isolement. Alan m'a dit un jour au milieu d'une nuit glaciale dans le désert, on ne revient pas de ça, Alara. Pas vraiment. On apprend juste à vivre avec. Et il avait raison. Quand mon service à l'étranger a pris fin, quand les avions ont atterri sur le sol américain, je me sentais comme une étrangère dans ma propre peau. Le monde bougeait trop vite. Les gens se souciaient de choses que je ne pouvais plus comprendre, la mode, les scandales, qui se mariait avec qui. Je suis restée silencieuse. J'ai gardé la tête basse jusqu'au jour où je l'ai vue. Ma mère, Victoria Warren. Elle était à la télévision, dans une émission matinale, tout en sourire poli et boucles d'oreilles en diamant, sirotant son thé comme une reine. Et lorsque le journaliste lui a demandé nonchalamment pourquoi je ne participais pas au mariage prochain de Clarissa, elle n'a même pas sourcillé. Elle a souri et elle a dit, Alara ne fait plus partie de cette famille. Je me suis figé. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus bouger. J'avais survécu à des guerres. J'avais survécu à la perte d'hommes que j'appelais des frères. Mais ça a coupé plus profondément que n'importe quel éclat d'obus n'aurait pu le faire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assise là. Et je me suis souvenu de Carter James. Je me suis souvenu de la façon dont les mains de sa fiancée tremblaient quand elle a ouvert la lettre que j'avais écrite. Je me suis souvenu de la voix d'Alan, on apprend juste à vivre avec. À ce moment-là, quelque chose en moi a changé. J'ai réalisé que j'avais pleuré une famille qui n'avait jamais vraiment existé. J'avais lutté pour obtenir l'acceptation de personnes qui ne me voyaient que comme un défaut dans leur reflet parfait. Alors, j'ai arrêté. J'ai arrêté de courir après leur approbation. J'ai arrêté de pleurer un nom qui ne m'appartenait plus. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Mais ce que je ne savais pas encore, ce que je n'aurais jamais pu imaginer, c'est que l'histoire n'était pas terminée. Que les mêmes personnes qui m'avaient effacé cachaient quelque chose de bien plus sombre que le rejet, quelque chose qui me ramènerait sur un champ de bataille d'un autre genre. Un où les armes n'étaient pas des fusils, mais des mensonges. Et où la monnaie d'échange n'était pas le sang, mais le pouvoir. Et c'est là que tout a commencé à s'effilocher. Quand je suis rentré pour la première fois, je ne prévoyais de voir personne. Je ne prévoyais de m'impliquer dans rien. Tout ce que je voulais, c'était de la distance. De la distance avec la famille qui m'avait rejeté. De la distance avec des souvenirs qui ne me laissaient pas dormir. Mais ensuite, j'ai reçu l'appel. Alan Pierce. La seule personne de mon ancienne vie en qui j'avais encore confiance. L'homme qui m'avait un jour sorti d'un bâtiment bombardé à main nue. L'homme qui ne s'était jamais soucié des noms de famille ou des héritages. Seulement de la loyauté. Je l'ai rencontré dans un petit restaurant près de l'autoroute, le genre d'endroit avec des tasses ébréchées, des banquettes en cuir craquelé et une odeur de café brûlé qui flottait dans l'air. Familier, sûr, un champ de bataille à sa manière, mais plus silencieux. Quand il m'a vu, il a souri, un vrai sourire, l'un des rares que j'avais vu depuis que j'étais descendu de l'avion. Alara, dit-il en se glissant dans la banquette en face de moi. Tu as l'air d'avoir connu des jours meilleurs. J'ai eu un sourire narquois. J'en ai connu de pire, aussi. Nous n'avons pas perdu de temps en bavardage. Nous ne le faisions jamais. Il s'est penché en avant, baissant la voix. Sais-tu qui est Paul Grayson? Le nom m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Le fiancé de Clarissa. L'homme qu'elle s'apprêtait à faire entrer dans la famille. J'ai hoché la tête. Bien sûr, le garçon en or. Les yeux d'Alan s'assombrirent. En or peut-être, mais pourri à l'intérieur. Il y a des rumeurs, Alara, des rumeurs sérieuses. Il m'a tout raconté. Des rumeurs de contrats de défense frauduleux, de sociétés écrans louches, d'argent acheminé à l'étranger par le biais de façades philanthropiques. Au début, je ne voulais pas le croire. Clarissa n'épouserait pas quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Pendant un instant, je me suis surprise à m'accrocher au dernier fil de l'histoire que je m'étais toujours raconté. Que Clarissa était innocente. Qu'elle était douce,
protégé, à l'abri du venin qui coulait dans le non-Warren. Mais ensuite, les souvenirs sont revenus. Des souvenirs que j'avais enfouis profondément parce qu'ils étaient trop douloureux. Je me suis souvenu des photos de famille, des rangées de sourires parfaits pour les magazines sur papier glacé. Et lentement, discrètement, Clarissa m'avait remplacé dans chacune d'elles. Au début, ce n'était que de petites choses, une photo en solo ici, une légende là, puis des pages entières dans des revues de mode où elle se tenait là où j'étais autrefois, comme si je n'avais jamais existé. Au début, je pensais que c'était l'œuvre de ma mère. Victoria, toujours la marionnettiste tirant les ficelles pour les apparences. Mais maintenant, assise en face d'Alan, quelque chose s'est tordu dans ma poitrine. Et si Clarissa n'était pas seulement un pion passif? Et si elle savait? Et si, depuis le début, elle avait été plus complice que je n'osais l'imaginer? J'ai essayé de chasser cette pensée. La partie de moi qui s'accrochait encore à la loyauté, à la sororité, y résistait. Clarissa était bonne, n'est-ce pas? Alan continuait de parler, sa voix basse et régulière. Grayson Industries a les mains dans trop de poches, contrats gouvernementaux, tests d'armes privées, et même des accords de cyberdéfense offshore. Trop de signaux d'alarme. Et le nom de ta famille, il est mêlé à tout ça, que ça te plaise ou non. J'ai dégluti difficilement parce que quelque part au fond de moi, je savais que l'obsession des Warren pour le statut et la richesse mènerait un jour à quelque chose de laid. Je n'avais simplement pas voulu regarder d'assez près. Alan a fait glisser une enveloppe manie sur la table. Commence par ça, a-t-il dit. Ce n'est que la surface. Mais je pensais que tu voudrais le voir par toi-même avant qu'il ne soit trop tard. J'ai hésité. Mes doigts ont effleuré l'enveloppe. Et pendant un bref instant, je me suis souvenu avoir 10 ans, assise sur les genoux de ma mère alors qu'elle me disait, un jour, ma chérie, le monde connaîtra le nom Warren, et ce sera grâce à toi. Le souvenir semblait étranger maintenant, comme la vie de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui était mort il y a longtemps. J'ai pris l'enveloppe, et sans un mot de plus, je suis parti. En rentrant en voiture cette nuit-là, je ne pouvais pas chasser les images de mon esprit. Le visage rieur de Clarissa, ses mains douces, la façon dont elle m'avait serré dans ses bras pour me dire au revoir le jour où je suis parti pour l'entraînement de base. Tout cela n'était-il qu'un mensonge? Avais-je été si désespéré de croire qu'elle était différente que j'avais manqué la vérité? Le problème avec la famille, c'est qu'on ne peut pas toujours voir la trahison quand on est trop près. Parfois, il faut prendre du recul. Parfois, il faut tout réduire en cendres pour voir ce qui est réel. Et cette fois, j'étais prête à regarder. L'étape suivante n'a pas été facile. Ça ne l'est jamais quand on s'apprête à déterrer des ossements qu'on espère secrètement ne pas trouver. Je ne voulais pas croire Alan. Je me suis dit qu'il avait tort. Que peut-être il réagissait de manière excessive. Que peut-être Clarissa n'avait aucune idée de qui était vraiment Paul. Que peut-être ma mère, malgré tous ses défauts, n'était pas capable de ce qu'il insinuait. Mais au fond de moi, dans les recoins silencieux de mon être que je visitais rarement, je savais. Je l'avais toujours su. Gregory Emsley était le genre d'homme qui vous faisait vous redresser quand il entrait dans une pièce, même longtemps après sa retraite. Un ancien avocat militaire aux yeux vifs et aux instincts encore plus aiguisés. Nous nous sommes rencontrés dans un cabinet d'avocats poussiéreux qui sentait légèrement le vieux cuir et les guerres oubliées. Des livres tapissaient les murs. Des photographies d'hommes en uniforme me regardaient comme s'ils savaient exactement ce que j'étais sur le point de découvrir. Gregory n'a pas perdu de temps. Alan dit que tu veux enquêter sur Paul Grayson, dit-il en ajustant ses lunettes à monture métallique. C'est un terrain dangereux, Alara. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas peur du danger. Je veux juste la vérité. Il a soupiré. Se penchant en arrière, il a ouvert un dossier usé et l'a poussé vers moi. Paul Grayson n'est pas juste un autre garçon riche. Il est intelligent, rusé, impitoyable quand il le faut. L'entreprise de sa famille fait l'objet d'une enquête discrète depuis des années, transfert de technologie sur le marché noir, fausse facturation sur des contrats de défense, société fantôme sur des comptes offshore. Mais rien n'a jamais abouti. Il est prudent. Trop prudent. J'ai feuilleté le dossier. Des pages de registres financiers, de noms, de chiffres, de sociétés écrans aux titres anodins comme Blue Horizon et Nexus Solutions. Pourquoi personne ne l'a arrêté, ai-je demandé. Gregory m'a jeté un regard las. Parce que l'argent se protège. Et parce que des gens comme Paul Grayson n'opèrent pas seulement dans l'ombre, ils la construisent.
Les mots se sont enfoncés en moi comme du fer froid. Mais ce n'est que lorsqu'il a fait glisser une deuxième enveloppe sur le bureau que tout a basculé. Ça, dit-il doucement, c'est là que ça devient personnel. Je l'ai ouverte. Au début, je ne comprenais pas ce que je regardais. Des relevés bancaires, des virements, une série de chiffres qui ne signifiaient rien à l'œil nu. Et puis je l'ai vu. Victoria Warren. Le nom de ma mère, ses comptes personnels, des dépôts importants, des dizaines de millions, transférés discrètement depuis des comptes liés à Grayson Industries. J'ai fixé la page, sans scier. Mon cœur semblait distant, détaché, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Elle a pris de l'argent, ai-je chuchoté. Gregory a hoché la tête. Pendant la crise financière, Warren et compagnie étaient au bord de l'effondrement. Paul l'a renfloué discrètement. En échange, elle l'a aidé à obtenir des introductions, de l'influence, de la légitimité. Elle a présenté cela comme du réseautage d'affaires, mais en réalité, il s'agissait de protéger leurs deux empires. J'ai dégluti difficilement. J'avais la bouche sèche. À quel point était-elle au courant? Il a hésité. Assez. Peut-être pas tout, mais assez. Ce mot, assez, m'a brûlé de l'intérieur. Je me suis souvenu, enfant, debout dans le showroom, regardant ma mère instruire les mannequins avec une précision chirurgicale, sa voix toujours calme, toujours contrôlée. Je me souviens qu'elle m'avait dit un jour, la perception est la réalité. Tant que ça a l'air parfait, ça l'est. Même à l'époque, elle m'enseignait le langage des mensonges. J'ai fermé le dossier. Mes mains étaient stables. Ma voix ne l'était pas, et Clarissa, ai-je demandé doucement, est-ce qu'elle sait? Gregory a hésité à nouveau. Elle a signé des documents, certains sous son propre nom, d'autres par le biais de mandataires. Difficile de dire à quel point elle comprend, mais légalement, elle est exposée. Pendant un instant, je me suis laissé croire que peut-être Clarissa était innocente, que peut-être elle n'était qu'un dommage collatéral. Mais un autre souvenir a refait surface, un gala de charité des années auparavant. Clarissa se tenait à côté de Paul, riant d'une blague privée, sa main posée sur son bras comme s'ils avaient été cousus ensemble. Ce soir-là, ma mère m'avait regardé, puis les avait regardés, et je l'avais vu. De la fierté, de la satisfaction. Le flambeau avait déjà été passé. Je n'avais pas seulement quitté la famille. J'avais été remplacé, volontairement. La voix de Gregory m'a ramené à la réalité. Tu peux laisser tomber. Il n'est pas trop tard. Personne ne t'en voudrait. J'ai secoué la tête. Je connaissais déjà la réponse. Je ne suis pas venu si loin pour fermer les yeux maintenant. En quittant son bureau, l'air froid m'a frappé le visage comme une gifle. Pendant un long moment, je suis resté là à respirer, à me souvenir. Parfois, la trahison ne se présente pas comme un couteau. Elle se présente comme une poignée de main, une signature, un choix fait à huis clos par des gens qui portent votre nom de famille. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris auparavant. La guerre dont je venais de rentrer, ce n'était rien comparé à celle que j'étais sur le point de mener. J'aurais pu agir sur le champ. J'aurais pu entrer directement dans le bureau fédéral le plus proche, jeter tous les documents sur leur bureau et regarder le château de cartes s'effondrer. Mais je ne l'ai pas fait. Non pas parce que j'avais peur. Je ne l'étais pas. J'avais affronté la mort plus de fois que je ne pouvais compter. Mais parce qu'il ne s'agissait pas seulement de dénoncer la corruption. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, de plus ancien. Il s'agissait de mon nom, des années qu'ils m'avaient prises, de la version de moi-même qu'ils avaient enterrée sous la soie et la honte. Les mots de Gregory résonnaient dans mon esprit alors que je traversais la ville cette nuit-là. Tu peux laisser tomber. Mais laisser tomber n'était pas une option. Plus maintenant. Je n'ai rien dit à Alan. Je n'ai rien dit à personne. J'ai choisi le silence. Non pas parce que j'étais incertaine, mais parce que le timing est primordial. Dans l'armée, on apprend qu'une décision hâtive peut coûter des vies. Une décision tardive peut faire de même. On n'agit pas quand on se sent prêt, mais quand le moment est opportun. Et donc j'ai attendu. J'ai observé depuis l'ombre tandis que les préparatifs du mariage se déroulaient dans les magazines sur papier glacé et les tabloïds en ligne. Le visage de Clarissa rayonnait sur chaque page, la main de Paul sur sa taille, le sourire approbateur de ma mère en arrière-plan. La famille parfaite. Le mensonge parfait. Et pourtant, une lueur de doute s'accrochait à moi,
un murmure que je ne pouvais pas faire taire. Clarissa était-elle vraiment complice, ou avait-elle été entraînée dans ce monde sans en comprendre pleinement le coup? Peu fiable. C'est ce qu'est la mémoire. C'est ce que la famille fait de vous. Je me souvenais d'elle enfant, courant pieds nus dans le verger, les cheveux emmêlés, les joues rouges de rire. Elle m'appelait Lara, parce qu'elle ne pouvait pas prononcer mon nom complet. Elle me suppliait de lui apprendre à grimper aux arbres, à lancer des pierres, à être courageuse. Cette fille était-elle encore en elle quelque part? Ou avait-elle disparu le jour où je suis parti? Je n'avais pas la réponse. Et peut-être que je n'en voulais pas. Peut-être était-il plus facile de la voir comme innocente, comme un dommage collatéral dans une guerre pour laquelle elle n'avait jamais signé. Mais l'innocence ne signe pas de contrat. L'innocence n'encaisse pas de chèque. Et quelque part au fond, elle devait savoir. J'ai alors décidé que j'agirais en silence. Je leur laisserais croire que j'étais toujours la fille oubliée, toujours effacée. Je laisserais le jour du mariage arriver. Et quand les lumières seraient les plus vives, quand les caméras tourneraient, c'est là que je frapperais. Pas par vengeance, mais par principe, par devoir. Par quelque chose que je portais dans mon sang bien avant qu'il n'essaie de réécrire qui j'étais. Certaines personnes passent leur vie à chercher l'approbation. Je vivrai la mienne à chercher la vérité. Et à la fin, seule l'une des deux survit à la chute. L'invitation n'est jamais arrivée. J'ai continué à l'attendre. Je me suis dit bêtement, puérilement, que peut-être il y avait eu une erreur, que malgré tout, malgré les années, malgré les blessures, peut-être trouverais-je encore mon nom sur une enveloppe dorée. Mais la boîte aux lettres est restée vide jour après jour. Et puis un après-midi, Alan a appelé. Sa voix était tendue, hésitante. « Alara, je pensais que tu devrais le savoir. J'ai reçu l'invitation. Le mariage, c'est officiel. » Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Le silence en disait assez. Clarissa avait fait son choix. Victoria avait fait le sien il y a longtemps. Je ne faisais pas partie du tableau. Plus maintenant. Peut-être jamais. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La maison était trop silencieuse. Les murs trop fins. J'étais allongé sur le dos, les yeux fixés au plafond tandis que les minutes s'étiraient en heures. Et quelque part dans cette obscurité agitée, les souvenirs sont venus. J'avais 27 ans. Le soleil était impitoyable, brûlant le convoi alors que nous traversions le désert à découvert, quelque part au cœur d'un pays que le monde avait déjà oublié. Je peux encore sentir la poussière, encore goûter le cuivre dans l'air, encore entendre le silence aigu et contre nature juste avant l'explosion. C'est arrivé vite. Ça arrive toujours vite. Une seconde nous rions, d'une blague grossière sur les rations en conserve, et la seconde suivante le monde était à l'envers. Le feu, les cris, le craquement métallique de l'acier tordu. Je me souviens du poids des décombres m'écrasant, de la douleur cuisante dans mon flanc, du son de ma propre respiration, superficielle et saccadée, et de la lumière aveuglante et insupportable alors que l'onde de choc soulevait tout. J'ai pensé que c'était la fin. J'ai pensé que c'en était fini de moi. Mais ce n'était pas le cas. Par miracle ou par malédiction, j'ai survécu. Ils m'ont sorti des décombres 3 heures plus tard, à moitié consciente, tenant à peine le coup. Pendant des semaines, j'ai posé la même question encore et encore. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je survécu alors que d'autres non? Que étais-je censé faire d'une vie que je n'étais pas sûr de vouloir? Et maintenant, des années plus tard, allongé dans cette pièce sombre et silencieuse, la question est revenue. Plus vive, plus forte. J'avais survécu aux guerres, à la perte, à la trahison. Mais pourquoi faire? Pour être effacé? Pour être le nom qu'il chuchotait avec honte pendant que Clarissa se tenait sous des lustres en cristal dans sa robe parfaite, vivant la vie qu'il m'avait autrefois promise. Une lueur a attiré mon regard. La lune, argentée et lointaine, filtrait à travers les stores, projetant de fines lignes sur le sol. Sous la lueur pâle, tout semblait différent, plus petit, plus silencieux. Je me suis assise lentement, ma respiration inégale. La douleur des vieilles cicatrices, celle qu'on ne voit pas, s'est resserrée dans ma poitrine. Pendant un instant, j'ai pensé à tout abandonner, à appeler Grégory, à m'en aller, à leur laisser leur mariage, leur façade, leur victoire creuse. Mais ensuite, je me suis souvenu de Carter James. Je me suis souvenu de ses yeux, de la façon dont ils se sont ternis dans ces dernières secondes.
Je me suis souvenu de la voix d'Alan, rauque de chagrin, me disant après les funérailles, nous portons nos morts par la façon dont nous vivons. J'ai fermé les yeux, inspiré, expiré. Je n'étais pas en vie par accident. Je n'avais pas été épargné juste pour disparaître discrètement. J'avais survécu pour une raison. Et peut-être que c'était ça. Non pas pour les détruire, non pas pour leur faire du mal, mais pour arrêter la pourriture avant qu'elle n'avale tout. Je suis sorti du lit, me suis versé un verre d'eau avec des mains plus stables que je ne le sentais. Et alors que la première lueur de l'aube se glissait dans le ciel douce, timide, dorée, j'ai pris ma décision. L'obscurité ne gagnerait pas. Pas cette fois. Et quand le jour viendrait, quand le monde verrait enfin la vérité, je serais prête. Parce que certaines guerres ne se mènent pas avec des fusils, mais avec de la détermination. Et je n'allais pas perdre. La décision a rendu tout plus net. Chaque son, chaque mouvement, chaque respiration. Je ne dérivais plus. J'avais un but. Et un but, aussi douloureux soit-il, a une façon de vous tirer de l'obscurité. Le lendemain matin, j'ai appelé Grégory. Je lui ai dit que j'étais prête. Pas d'hésitation, pas de doute. Nous nous sommes rencontrés dans un coin tranquille de son bureau, lumière basse, rideau tiré. Les dossiers Mani m'attendaient déjà sur la table, des piles de papier, des impressions numériques, des rapports confidentiels. J'ai passé des heures à les éplucher. Et plus j'avançais, plus j'avais froid. Paul Grayson n'était pas seulement corrompu. Il était méthodique, calculateur. Son empire n'était pas bâti sur l'innovation ou le génie. Il était bâti sur la tromperie. Il y avait des couches, tellement de couches. Des comptes offshore dans des pays que je pouvais à peine prononcer, des sociétés écrans qui menaient à d'autres sociétés écrans, des honoraires de consultation pour des projets qui n'avaient jamais existé, des contrats gouvernementaux gonflés de millions. C'était écrasant, écœurant. Mais j'ai continué. Je pensais être préparé. Je pensais que plus rien ne pouvait me choquer. Mais ensuite, je l'ai vu. Le nom de Clarissa, clair comme le jour sur de multiples documents, sa signature, ses initiales, papier après papier où elle avait autorisé des transactions, approuvé des virements, ou validé des expansions d'entreprises qui n'étaient rien de plus que des façades élaborées. Pendant un instant, la pièce a tourné. J'ai fermé les yeux, essayant de calmer ma respiration. Avait-elle su? Avait-elle vraiment compris ce qu'elle signait? Ou avait-elle, comme tant d'autres avant elle, été manipulée? Utilisée? Aveuglée par l'amour ou l'ambition? Les souvenirs sont revenus sans y être invités. Clarissa a 17 ans, assise en tailleur sur mon lit, gloussant à propos de son premier coup de cœur. Clarissa a 22 ans, me tendant une serviette en papier froissé avec le croquis de sa bague de fiançailles dessinée au stylo. Clarissa a 25 ans, souriant nerveusement en me présentant Paul pour la première fois. La lumière de ces moments persistait encore quelque part, mais il y avait aussi de l'obscurité maintenant. Une ombre sur les bords, quelque chose de pourri que je n'avais pas voulu voir. Je le voyais partout maintenant. J'aurais pu me dire qu'elle était innocente, qu'elle ne savait pas, qu'elle n'était qu'un pion. Mais les signatures ne mentaient pas, et les sommes d'argent qui étaient passées entre ses doigts non plus. J'ai pressé mes doigts sur mes tempes, le poids de tout cela m'écrasant. Je ne voulais pas croire qu'elle faisait partie du complot. Je ne voulais pas perdre le dernier fil de famille qu'il me restait. Mais la guerre vous apprend quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais, vouloir que quelque chose soit vrai ne le rend pas vrai. Et le déni est la première balle dans le pistolet qui vous tue. Grégory m'observait en silence. Il n'a pas insisté, n'a pas prononcé les mots que je savais être sur le bout de sa langue. J'ai finalement expiré. Quand j'ai demandé doucement, quand est-ce que ça a commencé, il a tourné quelques pages. On dirait juste après le début de la pandémie. Warren et compagnie perdaient de l'argent à flot. Paul est intervenu avec du capital investissement via l'une de ses filiales. À partir de là, ça a grandi. Elle a signé le premier accord il y a 2 ans. 2 ans. 2 ans de mensonges. 2 ans de distance. 2 ans où elle souriait aux caméras pendant que notre mère se pavanait à ses côtés. La trahison n'était pas vive. Elle était lente. Comme une fuite silencieuse dans la coque d'un navire. Constante, silencieuse, inévitable. Je me suis penché en arrière, fixant le plafond. Les ombres dansaient le long des bords où la lumière ne pouvait pas tout à fait atteindre. Toujours cette lutte. Toujours cette tension.
Je savais ce que je devais faire. Je savais où cela menait. Mais pour la première fois, la bataille à venir me semblait différente. Il ne s'agissait plus seulement de Paul. Il ne s'agissait plus seulement de Victoria. Il s'agissait aussi de Clarissa. La sœur que je pensais avoir perdue avec le temps, maintenant peut être perdue à cause de quelque chose de bien pire. La ligne entre l'innocence et la culpabilité s'estompe lorsque l'argent change de main, lorsque le pouvoir fait pencher la balance. Et alors que je rassemblais les dossiers dans mon sac, la pensée qui tournait en boucle, implacable et aiguë, était la suivante: et si elle avait choisi cela? Et si elle était devenue l'une d'entre eux par choix, et non par accident? J'ai quitté le bureau de Grégory avec le poids de tout cela sur mes épaules. Dehors, les lumières de la ville scintillaient, or sur fond noir. Et une fois de plus, je me tenais entre elles, entre ce qui était juste et ce qui était réel. Je ne savais pas encore lequel des deux l'emporterait. Je pensais que Paul Grayson était le cœur de la pourriture. Je pensais qu'il était l'architecte, le cerveau derrière chaque signature falsifiée, chaque faux contrat, chaque dollar volé. J'avais tort. Plus je creusais, plus je réalisais que Paul n'était que la surface, un beau masque pour quelque chose de bien plus froid, de bien plus ancien. Son nom était Martha Grayson, sa mère. Et si Paul était l'allumette, elle était l'essence. J'ai entendu son nom pour la première fois dans l'un des rapports de Grégory, juste une note de bas de page, une pensée après coup, mais quelque chose m'a marqué. La façon dont sa signature apparaissait sur les fusions d'entreprises, discrète et sans prétention. La façon dont certaines sociétés écrans remontaient non pas à Paul, mais à elle. J'ai interrogé Grégory directement à ce sujet. Il a hésité. C'est un terrain dangereux, murmura-t-il. Elle n'aime pas être vue. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais la voir le visage derrière le rideau. J'ai organisé la rencontre par des canaux officiels, un sommet sur l'investissement où Grayson Industries présentait une nouvelle technologie de drone. Elle serait là, au premier rang, arborant ce sourire que j'allais apprendre à haïr. Martha Grayson était l'élégance personnifiée. Perle d'ivoire, soie bleu marine, une voix de miel et de poignard. Elle me rappelait Victoria d'une manière qui me donnait la chair de poule, le même calcul froid, la même cruauté silencieuse déguisée en civilité. Quand je me suis présenté, ses yeux ont brillé de reconnaissance. Pas de chaleur, pas de surprise, quelque chose de plus froid, de plus averti. Ah, dit-elle doucement, tendant une main gantée. La célèbre Alara Warren. Ou devrais-je dire l'infâme? Sa voix ne contenait aucune méchanceté, seulement de l'amusement, comme un chat jouant avec un oiseau qui n'a pas encore réalisé qu'il est déjà mort. Nous avons échangé des banalités, des mots inutiles. Mais en dessous, un courant passait entre nous, vif, électrique, dangereux. Et puis elle s'est penchée très légèrement et a dit doucement: vous n'êtes pas la première à penser que vous pouvez arranger ça, mais vous serez la dernière à essayer. Les mots m'ont glacé plus que je ne les laissais paraître. Car à cet instant, j'ai compris. Martha Grayson n'était pas seulement complice. Elle était l'architecte. C'était elle. Ses mains sur les ficelles, ses empreintes sur l'argent, la fraude, le silence imposé à quiconque posait trop de questions. Paul ne dirigeait pas. Il suivait, un garçon en or avec une cuillère en argent, une cuillère qu'elle avait forgée, moulée, affûtée en une arme. Et Clarissa, elle ne se mariait pas dans une famille. Elle se mariait dans une machine. Une machine bâtie sur la cupidité, sur les ombres, sur l'élimination discrète des obstacles. La prise de conscience m'a frappé durement, plus durement que je ne l'imaginais. Parce que soudain, les lignes se sont à nouveau brouillées. Paul, Clarissa, Victoria étaient-ils des méchants? Des victimes? Les deux? La pièce autour de moi était trop lumineuse, une lumière artificielle qui rendait chaque recoin stérile et réel. Mais sur les bords, dans les regards, dans les silences, je voyais l'obscurité s'enrouler, attendant toujours. Après le sommet, je suis resté assis seul dans ma voiture pendant ce qui m'a semblé des heures, les mains tremblantes, le cœur battant. Les lumières de la ville dehors étaient douces, dorées, magnifiques. Et je me suis demandé combien de guerres j'avais menées en pensant que l'ennemi était clair, pour finalement rentrer chez moi et découvrir que les vraies batailles se livraient dans des salles de conseil policées. L'obscurité ici ne portait pas d'uniforme. Elle portait des diamants. Elle souriait aux caméras. Elle organisait des galas de charité tout en blanchissant des millions sous la table. Et quelque part dans cette toile, Clarissa, toujours rayonnante, toujours fragile, ou peut-être plus ni l'un ni l'autre.
J'ai fermé les yeux, laissé le silence s'installer, laissé la fureur s'installer plus profondément. Je ne pouvais pas encore bouger. Pas avant d'être sûr, pas avant que la preuve ne soit indéniable. Mais une chose était certaine, les Grayson n'étaient pas seulement dangereux. Ils étaient mortels. Et je venais de pénétrer au centre de leur empire. Le prochain coup serait le mien. Et quand il viendrait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Certaines décisions semblent plus lourdes à mesure qu'elles approchent. Même quand on sait qu'on a fait le bon choix, même quand chaque instinct vous dit que c'est le seul choix. Je me suis assise en face d'Alan et de Gregory une dernière fois. Pas de faux semblants, pas de faux espoirs, juste la vérité mise à nu dans le doux halo de lumière de la lampe de bureau de Gregory. Le dossier entre nous était plus épais maintenant, rempli de chaque brique de preuves que nous avions rassemblées, virements bancaires, cartes de société écran, courriel, signature, un château de cartes sur le point de s'effondrer. La voix de Gregory était basse mais ferme. J'ai parlé à des contacts au ministère de la Justice. Dès que nous livrerons ceci, ce sera hors de nos mains. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas peur de perdre le contrôle. J'avais peur de ne pas agir assez vite, de laisser ce cancer grandir un jour de plus qu'il ne l'avait déjà fait. Alan a expiré, ses doigts tambourinant légèrement sur la table. Tu comprends ce que cela signifie, n'est-ce pas? Les Grayson, ils ne jouent pas franc jeu. Il y aura des répercussions. J'ai croisé son regard, stable, calme. J'y compte bien. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Juste le bourdonnement silencieux de la ville derrière la fenêtre. Juste le poids de tout ce que nous savions et de tout ce que nous ne pouvions pas encore voir. Les ombres s'accrochaient au coin de la pièce, mais la lumière de la lampe les traversait en fines lignes dorées. Je me suis accroché à cette image. J'en avais besoin. Nous avons finalisé le plan à voix basse. Les preuves seraient livrées anonymement par des canaux sécurisés, les noms expurgés pour l'instant, les dates verrouillées. Mais la véritable frappe, celle qui briserait l'illusion, celle-là aurait lieu en personne au mariage, là où les Grayson avaient prévu leur théâtre parfait, où la presse serait présente, où tous les yeux seraient rivés sur eux. Je n'avais aucune intention de laisser cette scène être gâchée. Quand j'ai quitté le bureau de Gregory cette nuit-là, Alan m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Pendant un long moment, nous sommes restés là, sous le scintillement du lampadaire. Aucun de nous n'a parlé. Pas vraiment. Il n'y avait plus rien à dire. Il m'a serré l'épaule avant de se détourner. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose de proche de la gratitude, pour la loyauté, pour l'amitié, pour les rares personnes qui me soutenaient encore alors que le monde m'avait rayé de sa liste. De retour chez moi, j'ai étalé la grande tenue d'uniforme sur mon lit. Les médailles brillaient sous la douce lueur de la lampe de chevet. 4 étoiles, chacune polie jusqu'à un éclat de miroir, chacune témoignant des batailles menées, des sacrifices consentis, des vies sauvées et perdues. J'ai passé légèrement mes doigts sur le tissu. Son poids était familier, réconfortant d'une certaine manière, comme une armure, comme un souvenir cousu dans chaque fil. Le reflet doré des médailles sur le tissu bleu marine profond. Un rappel silencieux de qui j'étais, de qui je choisissais encore d'être. J'ai pensé à Clarissa, à Paul, à Victoria. J'ai pensé à Martha Grayson, à son sourire froid, à ses menaces voilées. Et puis j'ai pensé à ceux qui ne sont jamais rentrés, Carter, James, les autres, les visages que je portais encore dans les heures silencieuses avant l'aube. Ils ne verraient pas ce moment, mais je le porterai pour eux. Je me tiendrai là non pas par vengeance, mais pour le genre de justice que trop de gens ne voient jamais. J'ai plié l'uniforme avec soin, le posant sur la chaise. Demain, les pièces tomberaient. Demain, la vérité apparaîtrait au grand jour. Et en éteignant la lampe, laissant la pièce replonger dans l'obscurité, j'ai senti le pouls familier de la détermination calmer ma respiration. Certaines personnes fuient l'obscurité. Mais j'avais appris il y a longtemps que le seul moyen de la traverser était de porter sa propre lumière. Le mariage a eu lieu au domaine de Langford, un endroit si imprégné de vieille fortune qu'il saignait pratiquement le champagne, colonnes de marbre, lustres en cristal, allées de jardins bordés de roses blanches qui s'étendaient comme dans un rêve ou un cauchemar. Je suis arrivé seul. Je n'avais pas besoin d'invitation. Je portais quelque chose de plus lourd que du papier. Je portais la vérité. L'air sentait le lilas et le parfum de créateur. Des rires s'échappaient des portes ouvertes tandis que la musique flottait en notes douces et élégantes. Dehors, les photographes se rassemblaient en groupes serrés, les flashs crépitant déjà. Le nom Grayson attirait l'attention, après tout.
Je suis resté au bord de la foule un instant, invisible. Le poids de mon uniforme s'est posé sur mes épaules comme une seconde peau. Les médailles captaient la lumière du début d'après-midi, scintillant d'or sur le bleu marine profond. 4 étoiles, murmurait-elle sans un son. J'ai pris une inspiration, puis une autre, et je suis entré. Le changement a été immédiat. Il s'est propagé dans la pièce comme de l'électricité sous la peau. D'abord une tête s'est tournée, puis une autre, et une autre encore. Les conversations ont vacillé, les mains se sont immobilisées à mi-geste, les yeux se sont écarquillés, les bouches se sont entr'ouvertes. J'ai continué à marcher, chaque pas délibéré, silencieux, sans hâte. Les talons de mes chaussures cirées frappaient le marbre avec une douce précision, le son incroyablement fort dans le silence grandissant. Clarissa était au fond, près de l'autel, drapée de soie et de fleurs douces. Elle portait de l'ivoire, simple, élégant. Ses cheveux relevés, un pendentif en diamant reposant à son cou. Pendant un battement de cœur, elle ne m'a pas vu. Son regard était fixé sur Paul, qui se tenait à côté d'elle dans une perfection sur mesure. Son expression était tendue, contrôlée, mais le coin de sa bouche a tressailli. La première fissure, le premier signe. Puis les yeux de Clarissa se sont levés, et elle m'a vu. Sa respiration s'est visiblement coupée, ses épaules se sont tendues, son menton s'est relevé par réflexe. Sa main, celle qui tenait le bouquet, a tremblé. Très légèrement, mais suffisamment. Je l'ai vu. Elle m'a vu le voir. Nos regards se sont croisés. Et pendant le plus bref des instants, moins d'une seconde, quelque chose est passé entre nous. Quelque chose de brut. Quelque chose d'ancien. Le poids des années, de l'enfance, de tout ce qui n'avait pas été dit. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas hoché la tête. Je suis simplement resté là. Une fracture vivante dans la surface de verre parfaite de leur monde soigneusement construit. Victoria a été la suivante. Je l'ai entendue avant de la voir, une inspiration audible si vive qu'elle ressemblait à de la douleur. Sa main s'est portée à sa poitrine comme pour se stabiliser, mais il n'y avait aucune méprise sur la panique dans ses yeux, la façon dont elle a légèrement chancelé sur ses talons, la façon dont la couleur a quitté son visage. Malgré toute son élégance répétée, Victoria n'avait pas prévu cela. Elle n'avait pas anticipé la seule variable qu'elle ne pouvait pas contrôler, moi. La pièce était silencieuse maintenant. Même les musiciens avaient hésité. Les notes pendaient dans l'air, inachevées, un tableau de richesse et de tromperie suspendu. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. L'uniforme disait tout. Les médailles, les 4 étoiles. J'avais ma place ici d'une manière qu'aucun d'eux ne pourrait jamais avoir. Non pas à cause du sang, mais à cause de quelque chose de bien plus difficile à simuler, l'honneur. La mâchoire de Paul s'est crispée. Ses doigts se sont légèrement fléchis à ses côtés. Les premières gouttes de sueur ont perlé à sa tempe malgré la climatisation parfaite. Les lèvres de Clarissa se sont entr'ouvertes comme pour parler, mais aucun son n'est sorti. Ses yeux cherchaient les miens, frénétiques, désespérés, confus. Ou peut-être pas confus. Peut-être consciente. Peut-être avait-elle su depuis le début que quelque chose comme ça finirait par leur arriver. Et Victoria, elle, restait simplement figée, ses yeux vitreux, son visage vide, comme si tous les murs soigneusement construits autour de sa vie venaient de se fissurer de part en part. J'ai maintenu le silence pendant quelques battements de cœur de plus. Les laisser s'étirer. Les ai laissés sentir son poids. Et puis, calme, stable, je me suis écarté. Pas besoin de drame. Pas besoin de grands gestes. La vérité était déjà là, et l'effondrement avait commencé. Certaines tempêtes ne s'annoncent pas. Certaines tempêtes arrivent en silence. Et celle-ci ne faisait que commencer à éclater. Pendant un instant, le monde a retenu son souffle. Je pouvais le sentir, le poids de la pièce, épais, tremblant, électrique. J'ai fait un pas de plus en avant, mes talons silencieux sur le sol poli. L'air sentait les roses, le champagne, et quelque chose d'acide en dessous de tout cela, la peur. Le bouquet de Clarissa s'est abaissé lentement, ses doigts relâchés. La respiration de Paul s'est accélérée, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en courte rafale. Ses yeux ne se sont pas seulement posés sur moi, mais au-delà, cherchant une sortie, une issue. Victoria n'avait toujours pas bougé. Sa main était figée en l'air, ses doigts griffant ses perles comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre l'ancrer à la réalité qu'elle ne pouvait plus contrôler. Ses lèvres tremblaient,
mais aucun mot ne sortait. Je suis resté immobile. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à son point de rupture. Et puis, calmement, ma voix stable, mesurée, j'ai parlé. Je ne suis pas ici pour assister à un mariage. J'ai laissé les mots atterrir, doux mais indéniables. Je suis ici pour protéger ce pays. La réaction a été instantanée. Des halètements, des chaises qui raclent, une volée de voix confuses. Mais avant que la panique ne puisse prendre forme, ils sont apparus. Des agents. 6 d'entre eux en costume noir civil, des oreillettes scintillant sous les lustres, se déplaçant comme un seul homme. Rapide, précis. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Je les ai sentis comme un soldat sent le changement du vent avant que la tempête n'éclate. L'expression de Paul s'est effondrée en temps réel. Le sourire narquois étudié a glissé de son visage, remplacé par quelque chose de brut, quelque chose que j'ai presque reconnu comme de la terreur. Paul Grayson, a dit l'un des agents, la voix vive, tranchant dans les murmures. Vous êtes en état d'arrestation pour crimes fédéraux, incluant la fraude, la conspiration et la violation des réglementations de sécurité nationale. Les menottes ont scintillé d'argent en se refermant. Vif, final. Clarissa a laissé échapper un son étranglé, un demi-sanglot, un demi-murmure. Ses mains se sont levées instinctivement vers lui, mais elle n'a pas avancé. Ne le pouvait pas. Elle est simplement restée là, enracinée dans sa soie ivoire, ses yeux grands ouverts, vitreux. Paul n'a pas lutté, n'a pas argumenté. La couleur a quitté son visage jusqu'à ce qu'il paraisse presque translucide, un homme de papier plié par des mains invisibles. Son regard a croisé le mien une dernière fois, quelque chose de désespéré vacillant derrière, mais je n'ai pas détourné les yeux. Victoria a été la dernière à craquer. Son cri aigu, fin, brisé a déchiré le silence comme une lame. Ce n'était pas seulement de la rage. C'était de la perte. C'était le son d'une vie qui s'effilochait au ralenti. Elle s'était lancée en avant, une main tendue. Non. Non, vous ne pouvez pas. Mais Alan était déjà là, la stabilisant doucement mais fermement, sa voix basse. Laisse tomber, Victoria. C'est fini. Le monde autour de moi est devenu flou. Le temps s'est fracturé. J'ai aperçu des bribes, des visages tordus par le choc, des mains pressées sur des bouches, des téléphones portables levés par des doigts tremblants alors que les premiers flashs crépitaient. Et pourtant, au centre de tout cela, l'immobilité. Moi. Ma respiration stable, mon poulant, le poids des médailles contre ma poitrine m'ancrant dans le moment que j'avais attendu si longtemps d'atteindre. J'ai regardé Paul être emmené, pas à pas, chaque mouvement délibéré, mécanique. J'ai regardé les genoux de Clarissa fléchir légèrement, ces demoiselles d'honneur se précipitant à ses côtés, son voile glissant de ses cheveux, inaperçu. J'ai regardé Victoria s'effondrer sur une chaise, la tête baissée, les mains tremblantes. Personne ne me regardait directement maintenant. Il n'en avait pas besoin. Le mal était fait. La vérité, indéniable, avait explosé. Et pour la première fois, je n'ai ressenti aucune colère, aucune satisfaction, seulement un soulagement. Je n'ai plus parlé. Je n'en avais pas besoin. Le silence parlait plus fort que les mots. L'uniforme disait ce que je n'aurais jamais pu dire. La musique s'était arrêtée depuis longtemps, mais dans mon esprit, je l'entendais encore, faible, lointaine, comme un écho d'une autre vie, une vie que j'avais laissée derrière moi dans les déserts et la poussière des champs de bataille. Je me suis finalement tourné, lentement, calmement, et j'ai marché vers les portes, laissant derrière moi les décombres, laissant derrière moi les noms, les mensonges, le poids de tout ce qui m'avait autrefois tenu captive. Parce que certaines fins ne sont pas des explosions. Certaines fins sont des murmures. Et parfois, la justice la plus silencieuse est celle qui coupe le plus profondément. Je pensais que ça s'arrêterait là. Je pensais que le silence tiendrait, que la vérité, une fois exposée, serait suffisante. J'avais tort. Le lendemain matin, le monde était en feu. Les médias, les talk-shows, les fils d'actualité des réseaux sociaux inondés d'images, de hashtags, de commentaires sans fin. Les images de Paul menotté, du visage de Victoria figé d'horreur, de moi, impassible dans ma grande tenue d'uniforme, passaient en boucle. Ils lui ont donné des noms, le scandale du mariage de la décennie, la chute des Grayson, et pire, la soldate qui a ruiné sa propre famille. Certaines voix m'ont loué, remercié, qualifié de courageuse, saluée comme une héroïne qui refusait de fermer les yeux.
Mais d'autres m'ont traité de sans-cœur, de froide, de machine à l'apparence humaine. Les mots se sont enfoncés profondément d'une manière que je n'avais pas prévue. Insensible, calculatrice, morte à l'intérieur. Et peut-être le pire, elle a fait ça pour attirer l'attention. J'étais assise seule dans mon petit salon, la télévision en sourdine, regardant des experts disséquer ma vie sans en connaître le moindre fragment. Une photo revenait sans cesse à l'écran, moi, debout en uniforme, expression illisible, tandis que les agents emmenaient Paul. Ils l'appelaient « le visage de la justice froide ». J'ai tracé le bord de ma tasse de café, mes mains stables, mon pouls imperturbable. Extérieurement, j'étais calme. Mais à l'intérieur, je sentais quelque chose de creux, quelque chose de vif. Je pouvais survivre à la guerre. Je pouvais survivre à la trahison. Mais survivre à la déformation des faits, survivre à la façon dont le monde tord l'histoire jusqu'à ce que les os se brisent, c'était autre chose. Puis est venue l'interview. Victoria. J'aurais dû m'y attendre. Elle a toujours su comment jouer devant une caméra. Je ne l'ai pas regardée en direct. Alan m'a envoyé le clip plus tard, avec un simple message, « Tu devrais voir ça ». J'ai hésité avant d'appuyer sur lecture, mais je l'ai fait quand même. Elle était assise de sa manière caractéristique, le dos droit, les mains délicatement croisées, des perles brillant sur de la soie marine. Le journaliste parlait doucement, comme s'il s'adressait à une femme en deuil. Et Victoria, elle a joué le rôle à la perfection. Des larmes, des mots doux, une voix tremblante. Et puis, au moment où le journaliste a demandé avec une hésitation calculée, « Voyez-vous un chemin vers la réconciliation avec votre fille ?» Les yeux de Victoria se sont remplis d'une tristesse étudiée. Ses lèvres ont tremblé. Et puis, avec une douceur glaçante, elle a chuchoté, « Elle n'est pas ma fille. Plus maintenant. Elle a fait ce choix. Pas moi. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. » Le poids de ces mots s'est pressé contre ma poitrine comme de l'acier froid. Pas de colère. Pas de chagrin. Quelque chose de plus silencieux, de proche de l'acceptation, parce qu'elle avait raison. À ses yeux, j'avais cessé d'être sa fille le jour où j'ai choisi mon propre chemin, le jour où j'ai choisi l'intégrité plutôt que l'héritage, le devoir plutôt que l'obéissance. Et maintenant, elle disait simplement à voix haute ce qui avait toujours été vrai. Les médias s'en sont régalés. Les gros titres du lendemain criaient « Une mère renie sa fille suite au scandale ». Certains l'ont traitée de sans-cœur. D'autres de courageuse. Le monde s'est divisé, comme il le fait toujours. Mais je n'ai pas répondu. Je n'ai donné aucune interview, aucune déclaration, aucune clarification. J'ai laissé la tempête faire rage. J'ai laissé les voix s'affronter et les hashtags brûler parce que j'avais déjà fait la paix avec la seule vérité qui comptait, qui j'étais n'exigeait pas leur permission. Cela n'avait jamais été le cas. J'étais assise dans la pénombre de la pièce, la lueur de la télévision en sourdine vacillant contre les ombres. J'ai pensé à Carter James. J'ai pensé au désert. J'ai pensé à chaque choix qui m'avait conduit ici. Et j'ai senti, sous le bruit, sous le jugement, quelque chose de stable, quelque chose d'incassable. L'honneur est solitaire, mais il est toujours mien. Et quand les gros titres s'estomperaient, quand le monde passerait à autre chose, je serais toujours debout. Pour le meilleur ou pour le pire. Et ça suffirait. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne. Pas après tout ça. Pas après les caméras, les gros titres, la trahison mise à nu aux yeux du monde. Mais 2 jours après le mariage qui n'a jamais eu lieu, elle était sur le pas de ma porte. Clarissa. Le visage pâle, le maquillage effacé, ses mains tremblantes alors qu'elle serrait les manches d'un simple pull. Pas la version d'elle que les magazines aimaient. Pas la future mariée sophistiquée. Juste elle. Brute, brisée, réelle. J'ai ouvert la porte sans un mot, me suis écarté, les laissé entrer. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Le seul son était le clic doux de la porte que je fermais derrière elle. Elle se tenait au centre de mon salon, perdue, déplacée au milieu des meubles usés et de la lumière tamisée. Ses yeux cherchaient les miens. J'ai soutenu son regard mais n'ai rien dit. Et puis sa voix a brisé le silence, douce, effilochée sur les bords. Pourquoi, a-t-elle chuchoté? Ses mains se tordaient si fort que ses articulations blanchissaient. Pourquoi ce jour-là? Je n'ai pas bougé, n'ai pas bronché. La question n'était pas inattendue. Mais la douleur dans sa voix, c'était plus difficile que ce à quoi je m'étais préparé.
Pourquoi à ce moment-là, dit-elle à nouveau, son souffle se coupant, des larmes perlant. Tu aurais pu le faire avant ou après, mais pourquoi ce jour-là? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Le son de sa voix a touché quelque chose de profond en moi, quelque chose d'ancien, de fragile. Des souvenirs d'enfance, de secrets partagés sous des couvertures, de rêves chuchotés avant que le monde ne nous apprenne à mentir. Je voulais lui répondre. Je voulais trouver des mots qui rendraient les choses plus faciles, plus douces, quelque chose de moins que ce que c'était. Mais il n'y avait aucun moyen d'adoucir la vérité, aucun moyen de réécrire le coup du silence. J'ai expiré lentement, j'ai croisé son regard. La justice, dis-je doucement, n'attend pas les jours parfaits. Les mots ont atterri doucement, mais leur poids était insupportable. Elle a légèrement chancelé, clignant des yeux alors que les larmes tombaient enfin, silencieuses, incontrôlées. Ses épaules se sont affaissées. Elle a couvert sa bouche d'une main comme pour étouffer le son de ses propres sanglots haletants. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas dramatique. C'était le chagrin dans sa forme la plus silencieuse. Je suis resté immobile, non par froideur, mais parce que je savais que certaines blessures ne peuvent être touchées. Certains chagrins doivent se consumer d'eux-mêmes. Pendant un moment, elle n'a rien dit. Elle est juste restée là, tremblante, des larmes traçant des chemins silencieux sur ses joues. Et puis doucement, d'une voix brisée, elle a chuchoté, « Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. » Je l'ai cru. Ou du moins, j'ai cru la partie d'elle qui voulait le croire, la partie d'elle qui avait toujours regardé ailleurs, qui avait toujours laissé les autres décider des termes de sa vie. J'ai hoché la tête une fois. Rien de plus. Parce que le pardon n'était pas à moi de le donner. Pas encore. Peut-être jamais. Elle a essuyé son visage avec des doigts tremblants, les yeux toujours fixés sur les miens. Je pensais, sa voix s'est à nouveau étranglée, je pensais que nous étions encore une famille. Les mots ont touché quelque chose de vif et de profond. Pendant un battement de cœur, j'avais de nouveau 13 ans, sa petite main dans la mienne alors que nous traversions le ruisseau pieds nus, son rire résonnant dans les bois. J'avais de nouveau 17 ans, quittant la maison, son visage strié de larmes encadré dans le rétroviseur. Mais ces versions de nous étaient parties. Pas détruites, pas effacées, mais changées. Et la fille dont elle se souvenait, la sœur dont elle se souvenait, je n'étais pas sûr qu'elle me reconnaîtrait maintenant. Je sais, dis-je doucement. Et c'était tout. Pas de blâme, pas d'amertume, juste la vérité. Elle a laissé échapper un souffle tremblant, a hoché la tête une fois, un petit hochement brisé. Puis, sans un autre mot, elle s'est tournée. Elle est partie comme elle était venue. Je ne l'ai pas arrêtée. Ne l'ai pas rappelée. La porte a cliqué doucement derrière elle, et je suis resté dans la lumière déclinante, à moitié dans l'ombre, à moitié dans l'or, la ligne entre les deux plus mince que jamais. Mais pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'étais debout. Certaines fins arrivent discrètement, non pas avec le son des sirènes ou des applaudissements, mais avec quelque chose de plus petit, de plus doux. Quelques semaines après que tout se soit effondré, j'étais assise seule à la table de ma cuisine. L'air sentait le café et la pluie. La télévision restait éteinte. Le téléphone avait cessé de sonner. La tempête était passée, ou du moins le pire. Je ne cherchais pas la rédemption. Je ne cherchais pas à tourner la page. Mais d'une manière ou d'une autre, sans même le prévoir, une petite chose a commencé à prendre forme. Le fonds de bourse d'études n'était pas grandiose. Il ne portait pas mon nom. Il n'y avait pas de cérémonie, pas de discours, juste un virement bancaire silencieux, une fondation créée en l'honneur de ceux qui ne sont jamais revenus. Je l'ai appelé le fonds Carter James pour les filles qui ne pouvaient pas se payer une école de pilotage, pour celles qui rêvaient du ciel mais à qui on avait dit « non » avant même qu'elles naissaient. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Une graine, un fil de lumière dans l'obscurité. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre, manuscrite, une écriture soignée, cursive, une orthographe impeccable, le genre de lettre que personne n'envoie plus. Elle venait d'une fille nommée Leia, âgée de 13 ans, d'une ville dont je n'avais jamais entendu parler dans un état que je n'avais jamais visité. Elle écrivait, « Ma maman dit que nous n'avons pas les moyens, mais je serai pilote un jour. Je piloterai des avions comme ceux que je vois dans les livres. Merci de ne pas oublier les filles comme moi. Je ne vous oublierai pas non plus. » J'ai lu la lettre 2 fois, puis encore, et quand je l'ai posée, quelque chose en moi, quelque chose que je ne savais pas que je retenais, s'est relâché. Ce n'était pas les médailles.
Ce n'était pas les gros titres. Ce n'était même pas la justice. C'était ça. La possibilité de quelque chose de mieux, de quelque chose d'encore intact. Cette petite lueur qui dit de continuer, que peu importe la profondeur des ombres, il y a toujours une ligne d'or à l'horizon. J'ai plié la lettre avec soin, les rangé dans le tiroir près de mon lit. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai souri. Parce que parfois, le combat ne se termine pas par une victoire. Il se termine par un commencement, par une petite lumière, par une petite fille qui ose lever les yeux et rêver du ciel. La fois suivante où j'ai vu Clarissa, il n'y avait ni caméra, ni soie, ni diamant. Juste elle. Elle est venue discrètement. Sans avertissement, sans fanfare. Elle se tenait sur le seuil de ma porte, les yeux rouges, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je suis désolé », a-t-elle dit. 2 mots. C'était tout. Et d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. Certaines excuses ne sont pas faites pour être répondues. Certains chagrins n'exigent pas de langage. Ils ont juste besoin d'espace et de temps. Je me suis écarté. Elle est entrée. Nous nous sommes assis sans parler, le silence entre nous doux mais pas inconfortable. Plus maintenant. Les mains de Clarissa étaient étroitement jointes sur ses genoux. Ses yeux restaient baissés. Mais il y avait quelque chose en elle, quelque chose qui n'était pas là avant. Une fracture. Une prise de conscience. J'ai vu la fille qu'elle était autrefois. J'ai vu la femme qu'elle devenait. Et dans cette immobilité, sans mots, je lui ai pardonné. Pas par un grand geste. Pas par une déclaration. Juste dans la façon dont je l'ai laissé rester, la façon dont je ne l'ai pas repoussé. Parfois, le pardon n'est pas bruyant. C'est juste l'absence de colère. Le lâcher-prise silencieux. Quelques jours plus tard, j'ai eu des nouvelles de Victoria. Le domaine disparu. L'entreprise liquidée. Les cercles sociaux qu'elle dirigeait autrefois se sont évanouis comme de la fumée. On disait qu'elle quittait à peine le petit appartement qu'elle louait désormais, qu'elle passait ses journées en silence, seule. Je ne suis jamais allé la voir. Mais un soir, par curiosité ou par quelque chose de plus proche du besoin de tourner la page, je suis passé par là. À travers le fin rideau de la fenêtre, je l'ai vue assise dans un fauteuil, immobile et petite, un album photo ouvert sur ses genoux. Ses doigts traçaient les bords d'une photo. Je ne pouvais pas voir laquelle, mais je l'ai imaginée. Une famille qui n'avait jamais vraiment existé. Une vie construite sur la porcelaine et les faux-semblants, maintenant réduite en poussière. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Je n'ai ressenti aucune pitié. Je n'ai ressenti qu'une douleur douce et lointaine, du genre de celle que l'on porte mais que l'on ne remarque plus. La lumière de la lampe dans sa fenêtre brillait d'un or pâle contre l'obscurité, faible, fragile, mais toujours là. Je me suis détourné, j'ai continué à marcher. Certaines fins n'ont pas besoin de témoins. Et quelque part au fond de moi, une chaleur calme et constante. Pas le triomphe, pas la victoire, mais quelque chose de plus doux, de plus proche de la paix. Le passé était révolu, le mal était fait. Mais même dans la ruine, une lueur de lumière demeurait. Et pour moi, c'était suffisant. Il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas sur la survie, sur le fait de se tenir de l'autre côté de la tempête. On ne vous dit pas à quel point c'est silencieux, à quel point c'est immobile, à quel point parfois les batailles les plus bruyantes se déroulent bien après que les canons se soient tus. J'ai porté de nombreux noms dans ma vie, fille, sœur, soldate, paria. Mais la vérité est qu'aucun de ces noms ne m'a jamais vraiment appartenu. C'étaient des étiquettes que d'autres m'ont données, des boîtes que d'autres ont construites. Le seul nom que j'ai jamais vraiment choisi était le mien. Je n'ai pas besoin qu'il soit gravé dans le marbre un jour. Je n'ai pas besoin qu'il soit imprimé dans les gros titres ou chuchoté dans les cocktails. J'ai juste besoin qu'il soit porté silencieusement dans le cœur de ceux qui comprennent ce que signifie se tenir debout quand ce n'est pas facile, parler quand le silence serait plus sûr, aimer même après que le monde vous a appris à haïr. Je pense aux visages que j'ai perdus, aux mains que j'ai tenues dans les derniers moments, aux promesses que j'ai faites quand personne d'autre n'écoutait. Je pense à Carter, à Clarissa, ses yeux pleins de regrets mais enfin éveillés. Et je sais maintenant que la postérité ne se mesure pas aux applaudissements. Elle ne se mesure pas à la richesse. Elle se mesure en moments, en choix silencieux, en fils invisibles que nous laissons derrière nous. Je ne serai jamais la fille que ma mère voulait. Je ne serai jamais le gros titre qu'ils espéraient.
Mais je serai la personne qui a choisi d'agir quand c'était important, qui s'est tenue debout même seule, qui a vécu selon quelque chose de trop facilement oublié dans ce monde, l'honneur. Et si c'est tout ce que je laisse derrière moi, alors c'est suffisant. Parce que je n'ai pas besoin que mon nom soit écrit dans la pierre. J'ai besoin qu'il soit porté par ceux qui sont assez courageux pour continuer à marcher, à se battre, à croire. Et ça survivra à tout le reste. Le matin de mon départ, le ciel était clair. Un or pâle s'étendait à l'horizon, doux et silencieux. Pas de foule, pas de caméra, juste le rythme régulier de pas sur le gravier. En marchant vers la piste d'atterrissage, j'ai porté l'uniforme une dernière fois. 4 étoiles, chacune brillant sous la lumière matinale. Pas comme une armure, pas comme un défi, mais comme un souvenir, comme une promesse. Le passé, chaque fragment brisé, s'était apaisé. Pas effacé, pas oublié, mais accepté. Et d'une manière ou d'une autre, dans l'immobilité, je me sentais plus légère. Pas entière, mais en guérison. Alors que le soleil montait plus haut, les médailles captaient la lumière, des fils d'or sur du bleu marine, un reflet silencieux de tout ce pourquoi j'avais combattu, de tout ce que j'avais laissé partir. Et pendant un instant, juste avant que les moteurs ne rugissent, j'ai fermé les yeux, respiré, et souri. Parce qu'à la fin, l'honneur n'est pas quelque chose que les autres vous donnent. Il n'est pas estampillé, signé ou prononcé par des étrangers. C'est la façon dont vous vous tenez, la façon dont vous maintenez la ligne quand personne ne regarde, la façon dont vous gardez votre cœur ouvert même quand le monde essaie de le fermer. L'honneur est le nom que vous vous donnez. Et la façon dont vous choisissez de le vivre, c'est ça, la postérité qui dure. J'ai fait un pas en avant. La lumière a suivi, et j'ai continué à marcher. Avant de nous dire au revoir, nous aimerions savoir, d'où nous regardez-vous? Est-ce un matin tranquille avec une tasse de café chaud ou une nuit tardive où des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie? Dites-le nous dans les commentaires. Nous lisons chacun d'entre eux avec gratitude. Et si cette histoire a touché votre cœur, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne non seulement pour entendre plus d'histoires comme celle-ci, mais pour faire partie d'une communauté qui croit encore en la gentillesse, la guérison et les secondes chances. Merci d'avoir passé votre temps avec nous aujourd'hui. Où que vous soyez, nous espérons que vous emporterez cette histoire avec vous. Et souvenez-vous, parfois le miracle ne frappe pas à votre porte. Il attend silencieusement que vous soyez prêt à ouvrir votre cœur. Prenez soin de vous, et nous nous reverrons dans la prochaine histoire.